Bienvenue dans la saison 2 de Vibrer votre vie professionnelle, le podcast qui impacte positivement les femmes et les hommes dans leur carrière. Chaque épisode vous fait découvrir des personnalités inspirantes qui se distinguent par leur métier et leur choix de vie professionnelle. Je suis convaincue que vous ressentirez l'énergie que chacun des invités met dans sa vie et je suis certaine qu'ils seront une source d'inspiration pour que vous puissiez avoir à votre tour envie de vibrer votre vie professionnelle. Alors, bonne écoute! Bonjour Sébastien. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors c'est la nouvelle saison de ce podcast, Vibrer votre vie professionnelle. Tu connais le principe ? Oui, je connais à peu près, oui. Voilà, Merci pour l'invitation. Pas de quoi. Tu vas parler de toi, tu vas parler de ton métier, de ton parcours. Et puis, il y aura des questions qui fusent à un moment donné. D'accord. Et surtout, la nouveauté pour cette saison, c'est que tu vas faire le mot de la fin. Voilà. Ah d'accord. Eh oui. Petite surprise. Voilà. Sébastien, on s'est rencontrés il y a quelques mois. J'ai vu un homme engagé dans ses missions, dans ses projets, passionné, sincère et authentique. Ça, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas chez toi. Très attaché aux relations humaines, aux autres, et aussi investi dans ses missions sociales, environnementales, un peu liées à ton nouveau métier. J'avais vraiment envie que tu sois là aujourd'hui, que tu partages ton parcours, ton métier. Il y a aussi quelque chose, pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est que tu as fait un virage à 360 degrés. Et ça, j'adore. C'est des prises de risques et en fait, voilà, tu aimes prendre les risques. Donc, je voulais que tu partages ton parcours. Donc, je te présente officiellement. D'accord. Okay. Alors, j'ai noté. Je suis sérieux donc. Ah ouais, grave. D'accord. Sébastien Samuel, bonjour. Donc, tu as passé 25 ans dans un grand groupe. Donc, ton dernier poste était VP, donc vice-président supply chain, c'est ça ? Dans le comité de direction, pas VP supply chain, mais ouais, dans le comité de direction. Ouais. D'accord. Donc, dans le secteur, alors c'était un grand groupe dans le secteur automobile. Mm-hmm. Et tu as fait un virage à 360 degrés, puisque aujourd'hui, tu es le fondateur associé d'une société de conseil. Je peux la nommer ? Oui, bien sûr. Donc, L1 Earth. Voilà, qui aide ses clients à réduire leur empreinte environnementale et à s'adapter aux enjeux du changement climatique. Exact ? C'est ça, exact. Bon, alors j'avais envie. Tu me partages aujourd'hui et que tu partages à tous les auditeurs, comment tu fais un virage à 360 degrés comme ça du jour au lendemain ? En fait, c'est un virage, oui et non, parce que dans ma carrière, en fait... Le seul lien entre tous les postes que j'ai eus, c'est la conduite du changement, le management, l'envie de résoudre des problèmes qui sont un peu plus grands que moi, et puis de faire grandir des équipes, et puis de transformer pour que ça marche mieux avec un sens derrière. Et en fait, je l'ai fait dans un grand groupe pendant un petit moment. C'est pas toujours facile de le faire dans un grand groupe. Oui, c'est vrai. Et au moment, j'ai fini par me fatiguer de le faire dans un grand groupe et de me dire que ce que j'obtenais comme résultat ne me satisfaisait pas complètement. Mm-hmm. Et donc, j'ai eu envie d'essayer de le faire dans un groupe, ou dans une boîte plutôt, qui me ressemblerait plus parce que je partais de zéro. Et donc, c'est un virage parce que quand on quitte un groupe, on pense prise de risque, on pense on n'a plus le salaire qui tombe tous les mois. Donc oui, c'est une prise de risque, mais en même temps, c'est une certaine continuité dans ce qui est important pour soi et dans ce qu'on a envie de faire. Donc, le seul virage que j'ai senti, c'est sur la prise de risque. Ouais. Mais sur le fond et le sens, c'était pour moi une continuité avec plus d'impact et une façon d'avoir vraiment ce que j'avais envie d'avoir. Voilà. Quelque part, ce sens-là, tu l'avais déjà donc il y a longtemps, finalement, il y a 25 ans, même quand tu as commencé à travailler. Oui, alors il ne faut pas exagérer non plus. J'ai été un jeune con comme tout le monde. Bon Je pense qu'au début, je n'étais pas mature. Ça s'est construit au fil du temps. Je me suis senti toujours un peu décalé en termes de management et en termes d'alignement avec ce qu'une grande entreprise demande. Mm-hmm. Donc oui, ça fait longtemps. Et après, ça a maturé. Et puis, l'envie de monter sa propre boîte est arrivée un peu tardivement parce que c'est le résultat de choses qu'on apprend, de choses qu'on essaie. Et finalement, ça s'est présenté comme la solution qui pouvait me permettre de faire ce que j'avais envie de faire au moment à l'arrivée à mes 50 ans, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'avoir vraiment de l'impact et de réussir ce que je n'ai pas réussi à faire ailleurs. Voilà. Est-ce que tu penses vraiment que c'était destiné, quelque part ? À sort du cadre. Je ne vais pas faire une réponse à la Édouard Baird. Je
ne crois pas trop à la destinée. Je pense que c'est... Enfin, j'ai toujours pensé que dans ma vie professionnelle, le hasard avait bien fait les choses. Ah. Et c'est plutôt... Il y a un mot que j'aime bien, qui est un peu perché, mais c'est pas grave, c'est la sérendipité. C'est la capacité à essayer plein de choses, à s'ouvrir aux rencontres, à s'ouvrir aux choses qui arrivent, et à les prendre si on en a envie. Et c'est en multipliant ça qu'on arrive à avoir des choses qui marchent. Donc, j'ai l'impression beaucoup que le hasard a bien fait les choses, et le fait d'oser et d'avoir envie du risque, et de te dire, c'est pas grave, si ça rate, j'aurais essayé. C'est ça le plus important. Et je pense que c'est ça qui a guidé à chaque fois mes choix. Avec le fait de dire, j'y vais si j'ai confiance dans la personne qui me le propose. Voilà, la rencontre, la prise de risque, je saute, j'y vais. Ouais, puis on verra après. Et on verra après. Et cette prise de risque, finalement, tu fais le grand saut dans le bain, et t'as pas peur. Je sais pas si j'ai pas peur. Une autre phrase que j'aime bien, c'est la peur n'exclut pas le danger. Ça, c'est vrai. Voilà, donc je pense que je peux avoir un peu peur, sauf que j'ai une aversion au risque assez faible. Voilà. Génial, dans ma vie perso, dans ma vie pro, j'ai une aversion au risque assez faible. Donc tant que ça m'amuse, j'essaye. Wow. Voilà. Mais c'est bien, parce qu'en fait, l'aversion au risque, on va dire, c'est peut-être 1% de la population. Hein. Moi, j'ai peur quelqueusus de faire le grand saut, d'y aller, pourtant je l'ai fait. J'ai peur aussi, c'est pas la question, sauf que si l'envie est plus forte que la peur, en général, j'y vais. Ouais, l'envie est plus forte que la peur, ça j'adore, merci, ça c'est pépite. Ah bon? Ah bah oui, pépite. Et j'ai quelque chose au nombre de pépites à la sortie? C'est ça. D'accord. Donc ok, aujourd'hui donc cofondateur. Ouais. Donc, tu n'es pas seul dans cette, non, on est plusieurs, ouais. dans cette aventure. Mm-hmm. Tu gères ça comment? Comment ça gère au quotidien en fait? Ouais, c'est assez nouveau parce que d'abord c'est un nouveau métier. J'ai jamais fait de conseil, même si finalement ça se rapproche un peu quand même d'un rôle de management à un certain niveau dans une grande boîte où finalement on a beaucoup d'interactions, on fait de l'influence, on essaie de faire avancer les choses par du conseil. Voilà, donc c'est un nouveau métier. Le plus compliqué, c'est de faire du commercial, de rencontrer des clients, d'être crédible, de réussir à convaincre qu'on peut apporter de la valeur. Donc ça, c'est très nouveau. Le côté fondateur, ça, c'est le côté prise de risque dont on a déjà parlé. Donc on monte une boîte, on a des revenus, on ne se paye pas en attendant de pouvoir se payer. Voilà. Et tant qu'on n'a pas de collaborateurs, parce qu'on n'a pas encore embauché, d'accord. C'est cofondateur, ça ne veut pas dire grand-chose. Si ce n'est qu'on a commencé une aventure, on a envie qu'elle réussisse. Vous êtes combien? On est 3. 3, d'accord. Pas encore embauché, donc dans le futur, c'est quelque chose que vous avez envie? En fait, on a commencé cette aventure en s'alignant d'abord sur les valeurs et sur ce qu'on voulait faire. Donc on a monté cette boîte pour avoir de l'impact et réussir à aider les entreprises à se transformer, à améliorer l'empreinte qu'elles ont sur la société et l'environnement. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est surtout toucher le plus de boîtes possible. Donc, la croissance, faire grossir la boîte, c'est un moyen, c'est pas une fin. Mais donc, on se dit que si on grossit pas, c'est-à-dire qu'on touche que quelques entreprises et donc on a raté. Voilà. Donc, oui, on veut grossir, on veut embaucher des gens et on veut un modèle d'entreprise qui nous ressemble, c'est-à-dire avec une gouvernance qui nous ressemble, plutôt à plat, participative. Voilà, humaine. Authentique, sincère. C'est ça. Avec un sens derrière. Et les sociétés aujourd'hui que vous touchez, par exemple, c'est n'importe quel type de société ou c'est l'industrie en particulier? Alors on s'était donné comme cible surtout d'aller aider les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, parce qu'on pensait qu'il y avait à la fois un enjeu environnemental, parce qu'elles sont nombreuses, avec un impact donc sur l'environnement important, et puis aussi un impact social qui nous touchait, c'est-à-dire que ces entreprises, elles embauchent, en tout cas, elles emploient beaucoup de personnes en France, presque 50% de la main-d'œuvre. Et donc, si elles ne passent pas le virage de l'environnement, c'est aussi une catastrophe sociale en plus d'une catastrophe environnementale. Donc, on a visé ça. Donc, aujourd'hui, on a des clients ETI, on a aussi des clients en grands groupes. Et parce qu'on s'occupe d'environnement, on a essentiellement des entreprises qui ont des flux physiques, donc l'industrie plutôt manufacturière. D'accord, voilà. Production. Plutôt production, oui. Logistique aussi. Oui, logistique aussi, oui. Parce que le pur service, l'impact est plus indirect et c'est moins notre métier d'aujourd'hui. Voilà. Ok.
C'est un peu lié finalement aussi à ton ancien métier, quelque part, tout ce qui est flux de production, logistique, etc. Oui, et l'automobile est une super école. Quand on a compris l'automobile, on est plutôt à l'aise avec les autres industries parce qu'on y retrouve des similitudes. Voilà. Bien sûr. Et en fait, tout ton parcours, finalement, t'a amené, alors après, je sais, pas le fruit du hasard, enfin, pas le fruit du destin, plutôt le hasard, les rencontres, mais finalement, toutes tes compétences que tu as acquéries au fur et à mesure de ton parcours t'aident aujourd'hui dans cette nouvelle vocation, nouvelle aventure. Oui. Quelque part. Ça m'aide, ouais. Ça m'aide, même si je ne sais pas toujours identifier celle qui m'aide. C'est toujours assez intéressant. Oui, moi, je ne suis pas très fort pour ça. Je pense que je les utilise sans le savoir. Ah, ça c'est sûr. Ça, tu sais, et je ne saurais pas, si tu me demandais de faire la liste des compétences j'espère que ce n'est pas la prochaine question, la liste des compétences que je mobilise pour mon nouveau job, je ne saurais pas parce que c'est un peu instinctif, mais c'est sûr que j'ai appris des choses, que je continue à en apprendre, et c'est aussi pour ça que ça m'amuse. Voilà. En tout cas, une des compétences, et une de celles que j'ai listées au début, les relations humaines. Ça, c'est quelque chose que tu aimes. Enfin, tu aimes être proche des équipes, tu aimes être proche des gens. C'est lié aussi avec tout ce que tu fais aujourd'hui, d'aider en fait les clients à réduire leur empreinte environnementale. Il y a une approche aussi sociale, humaine. Et donc, quelque part, instinctivement, tu l'utilises. Et ça fait partie de tes compétences. Après, les compétences techniques, forcément, ça s'acquiert au fur et à mesure du temps. Tout ce que tu as appris sur les 25 dernières années, forcément, tu l'utilises aujourd'hui. Oui, je pense aussi. Après, ce qui nous caractérise et qu'on utilise beaucoup, c'est notre passé à tous les trois dans des entreprises, notre bonne connaissance de la façon dont ça fonctionne, et puis aussi notre conviction que la transformation environnementale, c'est d'abord une transformation, en fait. Il s'agit d'abord de transformer une entreprise, donc son modèle, embarquer ses équipes, les faire bouger. Et bien sûr, il faut mobiliser des compétences environnementales, mais ce qu'on fait, nous, chez L1earth, c'est d'abord la transformation d'entreprise et aider les dirigeants à comprendre quel est le problème, à l'analyser à l'aune de leur spécificité, et puis d'embarquer leurs équipes dans un projet. Et donc, c'est tout ce qu'on a su faire quand on était dans des boîtes qu'on mobilise, en fait. Parce que je pense que c'est quelque part, alors je ne connais pas tes deux autres associés, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez avoir aussi de façon naturelle, à embarquer les autres. Peut-être. Ouais, je le dis. Ouais, je te crois, c'est ton chef. J'adore. Non, c'est génial. Bravo pour... déjà, bravo pour le virage, le grand saut dans le vide, même s'il est structuré et que tu n'es pas seul. Transformer un grand groupe, une entreprise, etc., est-ce que c'est facile ? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'un groupe a une histoire. Un groupe, surtout un groupe industriel, a une structure qui est héritée du modèle un peu français, très hiérarchique, très pyramidal, avec des structures, avec des modèles de réussite qui sont assez typés d'ascension dans un silo métier. Voilà. Donc, d'abord, ce qui n'était pas mon parcours à moi, j'ai sauté d'un métier à l'autre en permanence, avec le seul management et conduite du changement comme logique. Et faire changer les autres, c'est pas facile. Donc, il faut convaincre. Donc, moi, j'étais convaincu que c'était possible en multipliant les initiatives à plusieurs endroits et qu'elles se fédèrent et qu'elles se coagulent. Après, il faut quand même qu'il y ait un mouvement d'ensemble qui finisse par prendre et qu'il y ait une volonté globale de la tête d'entreprise d'aller dans ce même sens-là. Voilà. Le dirigeant qui est là et qui doit insuffler cela dans l'entreprise et prendre la décision de. Voilà, et donc ce n'est pas toujours la priorité du dirigeant à ce moment-là, et donc ce n'est pas facile. Voilà. Forcément, les priorités financières, les priorités de rentabilité, etc., qui peuvent quelquefois prendre le dessus, mais quelque part, aujourd'hui, on est tous responsabilisés face à l'environnement et au changement. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça nous intéresse de venir aider les dirigeants, alors peut-être dans des structures un peu plus petites, pour se dire, s'ils comprennent que c'est un sujet de transformation, un sujet d'engagement des équipes, et que finalement, ça peut être un beau projet, et qui permet de construire un futur qui soit plus soutenable, plus profitable aussi pour les boîtes, c'est super intéressant. Pour nous, ça sera un bonheur d'avoir aidé un collectif de dirigeants et de collaborateurs à transformer une boîte. Ok. Un exemple de transformation pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Après, il y a plein de transformations. Il y en a qui sont très, très mainstream maintenant, mais qui finalement
ont commencé il y a longtemps et qui ne sont pas encore finis. Et transformation digitale, apprendre à des équipes à changer de façon de travailler, passer du papier au digital, c'est un vrai gros sujet. On l'a fait dans mon employeur précédent. Et c'est une grande transformation parce que ça demande de changer les comportements, changer les méthodes de travail, changer le mindset aussi sur la façon de réfléchir. Ah oui. Après, ça, c'est une transformation un peu plus technique. Moi, celle qui m'intéresse, c'est surtout les transformations managériales. Essayer de donner de la délégation, de donner du pouvoir aux équipes. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait. Aller jusqu'à des modèles de management un peu libérés. Management participatif. Management participatif issu de la sociocratie. Des choses que j'ai essayé de faire. Donc, on a fait ça sur une centaine de personnes. Donc, supprimer les managers, donner du pouvoir aux équipes, mettre en place des rituels pour qu'elles soient autonomes. Donc ça peut être ça. Après, ça c'est un peu poussé, mais rien que la conduite du changement, mettre en place des valeurs, mettre en place une vision et puis faire en sorte que les équipes se l'approprient, mais sincèrement et véritablement, et que la vision, ça ne soit pas juste un truc qui est cuit des petits oiseaux, mais quelque chose qui se traduise par des actes et des comportements différents. Qui ont un vrai impact, c'est ça une transformation. Est-ce que tu penses justement que les personnes justement qui vont s'approprier cette transformation, l'envie de le faire, elles vont le faire parce qu'il y a un sens derrière ou c'est parce que c'est l'homme qui conduit ce changement-là et du coup elles adhèrent à l'homme? Ou la femme. Ou la femme. Je suis un peu étonné de la question, Sandrine, franchement. T'as vu? Je suis déçu. Alors les deux, mon capitaine, mon général. Je suis pas général, je suis pas capitaine. D'accord. Je vais pas chanter la chanson de Diane Tell. En fait, c'est une question qui sort du lot. Non, mais en fait, moi, pour que les gens aient envie de changer, la compréhension, ça suffit pas. C'est-à-dire que s'ils ont compris là, c'est bien déjà. Mais s'ils n'ont pas compris ici, ils changeront pas. Et je ne sais pas si on voit que je monte mon ventre, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une compréhension intime de ce que ça veut dire, ce changement, ce que veut dire cette vision, et que ça change quelque chose pour moi dans mon agenda personnel. Si dans mon agenda personnel, c'est juste une compréhension intellectuelle et que c'est un objectif de plus qui vient de rajouter à la longue liste de ceux que j'ai déjà, il ne va pas se passer grand-chose. Donc ça, c'est nécessaire d'avoir cette compréhension intime de la transformation et de pourquoi c'est important pour moi. Et je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que le dirigeant qui la porte l'incarne. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je te dis les deux. C'est-à-dire que si dans tous les actes de chaque jour, le dirigeant incarne ce qu'il a proposé, c'est là un point qui est très important et qui, pour moi, là aussi, c'est pas non plus suffisant. C'est-à-dire que les deux sont importants et nécessaires et suffisants. Il faut qu'il y ait les deux, une compréhension intime et un dirigeant, une équipe de dirigeants qui porte dans les actes. Voilà, c'est ce que pas juste dans la parole. On est d'accord sur ce point. Oui. Voilà. Oh. Alors, Sébastien, quand tu avais 10 ans... Oui, je voulais être pompier. Pompier? Comme tous les garçons. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que tu te disais à 10 ans? Tu disais, je vais être fondateur d'une société un jour. Pas du tout. Quand j'avais 10 ans, je passais plus de la moitié de mon temps à faire du piano, en fait. Donc, j'adore. Donc, tu joues encore? Oui. Et donc, j'ai choisi assez tard ce que je ferais. Voilà. Donc, jusqu'à mon bac, je passais moitié mon temps à faire des cours et à faire du piano. Donc, il s'est passé un moment où j'aurais pu faire du piano. Et puis, comme je savais faire aussi autre chose et que c'était plus sûr, pour le coup, j'ai fait autre chose. D'accord. Et j'avais surtout aucune idée de construire une boîte parce que malgré tout, fonder une boîte, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu n'as pas la culture, si dans ta famille on ne parle pas de ça, il y a peu de chances que tu imagines fonder une boîte. C'est vrai. Donc, moi, j'étais plutôt parti dans un schéma. Je fais des études, je suis embauché dans une boîte qui va me permettre de vivre. Mais c'est la reproduction d'un schéma familial et d'éducation. Voilà. Je connais ce schéma. Voilà. Donc non, à 10 ans, je ne me suis pas dit non, je serais fondateur d'une boîte. Et d'ailleurs, je ne me le disais pas à 30 ans, ni à 40, ni à 45. Je me le suis dit un peu plus tard. Ouais. C'est vraiment venu comme ça à toi à un moment donné.
Les rencontres, mais de toute façon, tu en as aussi parlé. Je pense que... En fait, oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est juste, j'ai appris des choses. Je me suis découvert aussi. Et puis, voilà. C'est le hasard. L'envie du moment et les personnes qui t'accompagnent, je pense, sur ce projet. Les rencontres aussi. Je suis super heureux d'avoir rencontré les gens avec qui j'ai fondé cette boîte. C'est une super chance. Un petit message pour eux? Ah, bien sûr, un petit message pour eux. Je les remercie énormément d'avoir un jour répondu au message que j'avais envoyé sur un groupe de discussion. On s'est trouvés. C'est des gens que je connaissais depuis 30 ans et que j'avais perdu de vue pendant 28. Voilà. Et c'est formidable. Un alignement sur les valeurs, sur les envies, c'est une chance incroyable. J'ai des frissons. C'est que moi j'ai dit souvent... pépite, c'est ça, c'est deuxième pépite. Mais je dis souvent que c'est pas du hasard, en fait, tu sais. Les rencontres, ça peut durer 2 secondes et tu as juste un petit message et après, ça dure toute une vie et ça change ta vie. Voilà. Est-ce que... Bon, je sors un peu du cadre de ce que tu fais aujourd'hui, mais ton ancien parcours, on peut en parler un peu? Oui, c'est supply chain, pour ceux qui écoutent. Et, bon, moi, je connais un petit peu de loin. Tu peux en parler? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la partie supply chain, c'est la dernière partie de ma carrière. Je suis passé par beaucoup de métiers de l'industrie automobile, donc l'ingénierie, l'après-vente, la stratégie. Bon, et la supply chain, c'est les 7 dernières années. Donc, la supply chain, c'est une fonction qui est passionnante dans toutes les boîtes. Et d'autant plus par les temps qui courent, parce que c'est la fonction qui, finalement, s'occupe d'approvisionner tous les composants, toutes les matières premières qui permettent de fabriquer les produits d'une entreprise. Et ensuite, qui programme les usines aussi, c'est-à-dire qui décide ce qu'on va fabriquer pour le vendre. Donc, il y a un vrai lien entre le monde industriel et le monde business. Et puis ensuite, qui distribue ces produits vers les lieux de vente. Voilà. Et donc, c'est business, c'est industriel. C'est pas seulement la logistique. Quand on pense supply chain, on pense souvent à des camions qui roulent. Mais c'est vrai, mais il y a aussi tous les emballages, il y a aussi la gestion de la production. Donc, c'est très complexe, très complet. C'est beaucoup de gens très passionnés et très pointus en termes de compétences. Et donc, ça embrasse large parce que finalement, si une supply chain ne marche pas, l'entreprise ne marche pas. Oui. Et donc, c'est une responsabilité opérationnelle qui vit au rythme du business de la boîte. Donc, c'est très sympa. Qui est lié au commerce aussi. Oui, c'est ça, au commerce, à l'industrie, à l'ingénierie pour les nouveaux projets et nouveaux produits. Voilà. Donc, c'est très, très passionnant. Et une personne... je sais pas, une personne qui a envie de se lancer dans ce milieu-là, dans ce métier-là, tu lui conseillerais quoi? En fait, tout dépend ce qu'elle a envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont vraiment très, très, très techniques, très pointus, qui demandent d'avoir une formation, un apprentissage. Les métiers des flux, les métiers du packaging, qui demandent de connaître vraiment, finalement, ce que c'est que la logistique, comment ça marche, les liens avec les transporteurs, comment on construit un flux pour qu'il soit efficace, comment on optimise les remplissages des camions. Donc ça, il faut suivre un parcours, une formation pour le faire. Après, il y a des métiers qui sont plus business, les métiers autour de ce qu'on appelle les Sales and Operation Planning, donc le lien entre le commerce et le monde industriel. Et donc ça, c'est plus du business, de l'optimisation. Et on peut y rentrer sans avoir fait un parcours logistique. C'est ce qui m'est arrivé, moi. D'accord. Voilà. Et après, tout dépend de ce qu'on a envie. Si on aime le pointu, le technique, le précis, le très focalisé, c'est plutôt dans ces métiers-là, dans les métiers de la logistique qu'il faut rentrer. Si on aime le côté business, le lien en commerce et puis cette idée de problématique globale à gérer, c'est plutôt dans les métiers ce qu'on appelle le production control, donc, qu'il faut rentrer. Et c'est pour moi la partie que je préfère. Voilà. D'accord. Ok. Je ne sais pas si j'ai été clair. Parfait. J'essaie de ne pas utiliser trop de jargon. Non, c'est parfait, parce que souvent, tu sais, on utilise des termes anglo-saxons, etc. Et en fait, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Et quand on veut se lancer, je sais pas, on a 15 ans, on se projette dans le futur, on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? On voit ces terminologies, on ne sait pas forcément. Et du coup, voilà, moi, après, avec mon ancien parcours, j'étais sur la partie plus commerciale et je dépendais justement de tout ce qui était supply chain, la production. Si on n'avait pas les produits, on ne pouvait pas les vendre. Donc, ça me parle. Mais bon, certaines personnes, ça ne peut ne pas leur parler. Donc, c'est bien que tu expliques.
Voilà. Ouais, non, mais il y a des métiers très différents. Soit très logistiques, au sens je transporte, j'emballe, je remplis, et des métiers business au sens optimisation, production et vente. Voilà. Ok. Et tu vois, en fait, voilà, ce que tu as fait t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Et quelque part, ça complète le parcours, finalement. Les émotions, aujourd'hui, quand tu te lèves le matin et que tu te dis, voilà, je démarre ma journée, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe chez Sébastien? Ça a un peu évolué au cours du temps. Alors, il y a une émotion qui est toujours là. Je ne sais pas si c'est pas une émotion, d'ailleurs. D'abord, si, il y a une émotion qui est... Je suis heureux de ce que je fais, en tout cas. Je m'amuse beaucoup. Le plaisir. Le plaisir, voilà. La liberté, j'ai vraiment changé de rythme de vie et de façon de réfléchir à ce que je fais. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai besoin de faire pour moi et je décide ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est une vraie différence, donc c'est un vrai plaisir. Après, il y a eu quand on monte une boîte, il y a des phases d'inquiétude parce que finalement, on fait beaucoup d'efforts et puis il ne se passe rien. Oui. Voilà. Et donc ça peut durer un peu. Nous, ça a duré un petit peu, mais pas trop, donc ça, c'est très bien. Et on fait des efforts et quelquefois, ça paye vraiment bien. Et alors, on fait des efforts, on apprend à faire les choses différemment, et donc, et ça démarre. Et là, c'est toujours le job aussi, la fierté de se dire, ah, ça y est, enfin, ça commence à payer. Et ce qu'on avait comme idée, c'était pas complètement débile, et ça avait du sens, et ça va commencer à payer. Donc, en ce moment, c'est plutôt de la joie, de la fierté, de l'excitation aussi, parce qu'on est dans des missions, et donc... c'est toujours sympa d'avoir des relations avec ses clients et puis de voir qu'en face, le retour est plutôt bon. Oui, tu as du retour, que ça feedback intéresse. Est positif, voilà. Donc, pour en ce moment, c'est plutôt de la fierté parce que les clients nous font des retours positifs et j'aime bien le côté... j'ai le sentiment d'être pertinent dans ce qu'on fait. Et donc, quelque chose. Voilà, c'était ma grande crainte en faisant du conseil. J'ai vécu avec du conseil autour de moi et ma crainte, c'était d'être un conseil pas pertinent. Donc, je comprends. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette culture-là en France. Enfin, je crois. La culture un peu du cabinet de conseil, je ne sais pas. C'est un peu le ça, on peut en discuter, mais je ne suis pas sûr que ce soit le sujet. Mais je pense que si ça dépend des endroits. Dans les grandes boîtes, on a la culture. En fait, ça dépend après la perception dont on en a. Voilà. T'organises comment tes journées? Du coup, tu as dit, je suis libre. Je me lève. Et il est pianiste et en plus, il chante. J'organise. En fait, dans mes journées, il y a toujours un peu de commercial, un peu d'exécution, un peu aussi de communication. Voilà. Et donc, ça dépend des jours. J'ai pas un agenda très cadré. Je sais ce que j'ai à faire chaque jour. En ce moment, c'est beaucoup occupé par la réalisation de missions parce que j'ai des clients à qui je dois répondre et c'est normal. Donc, c'est beaucoup ça. Il y a une phase un peu plus commerciale il y a quelques semaines. Ça va reprendre un peu. Mais en général, j'alterne exécution, rendez-vous client et repos de temps en temps aussi. Voilà. Ok. Exécution, rendez-vous client, du commercial. Oui, un peu de communication aussi. Voilà. La communication, ok. Surtout sur les réseaux sociaux. Oui, surtout sur les réseaux sociaux, oui. Donc, c'est vraiment ça aussi quelque chose que j'ai appris à faire. J'étais nul dans mon réseau. Hein. Quand on est dans un grand groupe, on n'a pas besoin d'avoir de réseau, surtout pour 25 ans, surtout du réseau interne. Et on apprend à construire un réseau externe, donc c'est aussi intéressant. Voilà, donc ça aussi, j'ai appris et je suis assez content de ce qu'on a réussi à faire parce que c'était pas si évident que ça. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est en fait tout ça. Bon, bref, tu es très organisé. Mais tu vas au gré de tes envies aussi en fonction des journées ou des semaines et des priorités. Toi, tu es straight to the point, tu as besoin que ça aille vite. Donc, en fait, je suis organisé certainement. En tout cas, je sais que mon driver principal, c'est fait vite. Ouais. D'accord. Donc, donc je sais ça. Il y a fait vite et fait plaisir dans mes deux drivers. Donc j'ai à cœur de tenir mes engagements et de les tenir à l'heure où je les avais promis. Donc c'est plutôt comme ça que je construis ma journée. C'est-à-dire que je sais ce qui est important, urgent et je traite. Voilà. Et tu construis tes relations comme ça aussi. Voilà. Et j'aime bien que les gens pensent que je suis fiable. Voilà. Voilà. C'est important pour toi. C'est important pour moi en tout cas. Ouais. C'est comme ça que
que je me sens bien. Et est-ce que, par exemple, avec donc tes amis, en tout cas tes cofondateurs, Ouais, tu peux dire amis, ça me va. Vous avez tous finalement des personnalités, ou en tout cas des compétences qui se complètent? Oui. En fait, ce qui était intéressant, c'est que sur le plan des valeurs et des envies, on était alignés. Et sur les compétences et les personnalités, on est différents. Moi, j'ai un parcours industriel. Gabriel, qui est le deuxième, a un parcours vraiment conseil. C'est lui qui apporte vraiment cette compétence et savoir-faire. Et il a aussi une compétence industrielle parce qu'il a la chance d'avoir fait les deux. Et donc, c'est un profil intéressant de ce point de vue-là et qui se complète bien avec moi. Et le troisième a un profil plutôt data et finance, donc qui est aussi très différent. Qui est intéressant aussi parce que sur la partie environnementale, il y a vraiment des gros sujets de données quand il s'agit d'aller comprendre ce qui se passe et ensuite de piloter. Et donc, les compétences se complètent. Ensuite, effectivement, on est différents. Après, on a fait la même école, au même âge. Donc, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Hein. C'est incroyable. On n'est pas des artistes foufous, on est quand même des ingénieurs. Et donc, quand tu regardes de près, on se ressemble pas mal. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de nos personnalités, mais on a des traits de personnalité différents sur la patience, sur la façon de prendre les choses, sur là où on met l'énergie, et là où on aime mettre l'énergie. Et c'est super parce qu'on se complète. Ouais, il y a vraiment une osmose. Ouais. Ouais, ça, c'est génial. Et tu penses que finalement, quand on crée une structure à plusieurs, voilà, c'est important justement de quelque part qu'il y ait une certaine ressemblance, ou en tout cas que les personnalités s'imbriquent, ou qu'il y ait cette osmose-là. Ah bah c'est pas juste important, c'est juste indispensable. Mais c'est à peu près aussi indispensable que quand tu montes une équipe dans une boîte. C'est-à-dire qu'une équipe qui marche bien, c'est une équipe dans laquelle tu as réussi à créer des liens et dans laquelle les personnalités sont compatibles. Oui. Donc là, quand tu montes une boîte et que tu prends un risque, tu le fais pas avec n'importe qui. Et comme tu y passes une bonne partie de ta vie, tu as aussi envie d'y prendre du plaisir. Moi, j'ai pas envie... C'est aussi une chose, on n'en a pas parlé, mais je vais pas au boulot. J'allais pas au boulot avant pour pleurer et être triste. Et j'ai surtout pas envie maintenant de créer quelque chose, une entreprise, pour être triste et pas heureux dans ce que je fais. Donc, et ça, je pense que ce n'est possible que si les relations avec les gens avec qui tu travailles, avec qui tu crées, sont de bonne qualité et t'épanouissent. Voilà. Donc, je suis certain que c'est indispensable. Merci. J'adore. Non, mais bon, troisième pépite. Oui, non, c'est important, c'est important. Une osmose dans une équipe pour réussir ses objectifs, pour s'épanouir, prendre du plaisir. On n'est pas obligé tous de se ressembler, mais au moins qu'il y ait quelque chose, un lien, tu vois, quelque chose qui donne du plaisir le matin déjà aussi à se lever, à aller travailler, à accomplir quelque chose. C'est, je pense, la base de tout. Donc l'osmose, une bonne équipe... pas forcément des personnalités qui se ressemblent, mais en tout cas quelque chose qui fait que tout le monde, qui se comprenne et que tout le monde prenne vraiment du plaisir. Ça, c'est un mot que j'emploie souvent, parce que je pense que vraiment le plaisir, c'est la base de tout, pour soi-même, pour sa vie personnelle, pour sa vie pro, extra-pro, etc. Voilà. Oh. Tiens, j'avais noté une question. Quel conseil donnerais-tu à Sébastien Samuel, donc à toi, qui a 20 ans et qui se pose des questions sur son futur professionnel? C'est quelque chose qui n'est pas du tout arrivé. J'ai cette question, je ne sais pas comment y répondre parce que je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes choix maintenant que je sais comment ça se passe à 20 ans, si j'avais su finalement quelle était la suite de ma carrière. Je pense que ce qui est super important, c'est vraiment de... Finalement, je me suis rendu compte que pour moi, le fond technique importait peu. Et donc finalement, j'aurais juste envie de lui dire ce que j'ai appris à faire, c'est suis les envies et fais confiance à l'intuition de la rencontre. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller bosser dans l'automobile? Vas-y uniquement si le projet a du sens, si le management que tu vas avoir avec toi a du sens. Après, faire des voitures ou autre chose... c'est pas important, sauf que l'autre conseil que je donnerais, c'est maintenant,
réfléchis quand même à l'impact de l'entreprise dans laquelle tu vas aller. Est-ce que je serais rentré dans l'automobile si, à 20 ans, en ayant la conscience de l'impact que ça aurait? Je ne suis pas sûr. Ah. Je ne suis pas sûr et j'ai grandi en maturité là-dessus. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a 30 ans, on ne parlait pas autant des sujets environnementaux. Pourtant, ils étaient connus, mais on n'avait pas assez de conscience. Donc voilà, je pense que je donnerais aussi un conseil de réfléchir finalement au sens de l'entreprise dans laquelle on va. Okay. Non pas que l'automobile n'a pas de sens, on a besoin de se déplacer, mais voilà, donc il faut bien choisir. D'accord. Donc réfléchir au secteur d'activité dans lequel on veut se lancer. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, l'intuition de la rencontre. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose, moi, auquel je suis toujours vigilante et j'adore, en fait. J'écoute souvent ma petite voix intérieure. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais? Non. Bah alors? Non, j'ai pas de voix intérieure, je crois pas. En tout cas, j'en sais rien. Dans les silences, on la trouve. Peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si j'ai une voix intérieure. C'est peut-être ce que j'appelle l'intuition, j'en sais rien. Oui, certainement. Après, okay. je t'ai dit, c'est peut-être ce que j'appelle l'envie, je sais pas. C'est peut-être ça ma petite voix. Je sais pas. C'est ton moteur, en fait. Peut-être. C'est ce qui t'a permis de faire ce virage et de sauter dans le vide. Tes ambitions pour 2024? Mes ambitions pour 2024, c'est de continuer à avoir des clients qui sont satisfaits de ce qu'on fait, d'en avoir de plus en plus, et de réussir finalement à faire grossir l'entreprise comme moyen, c'est-à-dire réussir à faire venir des gens qui ont envie de bosser avec nous, c'est pour vraiment transformer les entreprises. Donc non, là, on a commencé à avoir un bon volume qui commence à être sympa, mais ça ne nous suffit pas et donc on a besoin de ça, on a besoin de grandir encore. Et puis on est en train de construire une relation aussi avec une autre entreprise que je ne citerai pas là, mais dont j'espère qu'elle va donner des fruits vraiment positifs pour l'impact qu'on a envie d'apporter, parce qu'on a envie de toucher finalement de l'embarquement jusqu'à la réalisation. Donc aussi dans le récit, comment j'améliore le récit, l'entreprise, sa vision, comment j'embarque les équipes. Donc on est en train de construire ça et ça pourrait donner quelque chose de vraiment génial qui va de l'embarquement des équipes jusqu'à la transformation réelle. Waouh, bravo. Ça va porter ses fruits, j'en suis sûre. Merci. Bon, on va passer à la minute vibration pro et zen. Attention, D'accord. Question qui fuse, tu réponds. T'es prêt? Non, mais vas-y. Si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro aujourd'hui et maintenant, quelle serait-elle? Je crois que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est la fiabilité. Ok. Ouais. Si tu devais mettre en avant ton côté zen ou un rituel zen, en un mot, que dirais-tu? Le sport. Ok. Alors, entre plugging et jogging, que choisis-tu? Alors, aucun des deux. Je supporte pas de courir. C'est trop répétitif pour moi, je peux pas. C'est vrai? Ouais. Ah, ok. Je peux pas, je suis désolé, hein, mais... Non, c'est bon, j'aimerais bien ramasser des déchets en courant, mais... Ouais, j'ai appris ce nouveau mot, là. Je me suis dit, tiens, c'est fou, c'est nouveau. Je peux juste pas, je suis désolé. Alors, Elon Musk, Jacques Cousteau ou Nicolas Hulot, un mot qui te vient à l'esprit? Alors moi, c'est la mer, hein, mais c'est la mer parce que c'est Jacques Cousteau que je retiens dans ces trois. Ouais. Voilà. Ok. La mer. La mer. Si l'un des trois t'invite au même moment pour dîner, ça... Attends, qui gagnerait ton oui? Bien sûr, avec plaisir. Je crois que j'ai déjà répondu, même s'il va avoir du mal. Je sais, ça fait un peu... Ça fait un peu non-juant. Jacques-Yves Cousteau, évidemment. Okay. C'est aussi parce que c'était l'idole de mon grand-père. C'est vrai. Ouais. Ah. Ton rituel matinal pro et zen en 3 étapes? Alors, je me lève, je me douche, je prends un petit déj et je me mets et je lis un peu la com autour de mon activité en ce moment. D'accord. Ta couleur préférée? Le bleu. Oh, comme la mer. Ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire? J'aime bien Simon Sinek. Ah, j'aime bien aussi. Voilà. Beaucoup tourné sur l'humain, l'authenticité. Le why, pourquoi on fait les choses. Voilà, le why et management aussi. Il parle beaucoup de management aussi. Ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire?
Sandrine. Oh, c'est moi. Question finale. Ouais. Alors, un peu technique. Si tu étais le moyen infaillible pour réduire l'empreinte environnementale dans notre quotidien d'hommes et de femmes, j'avais noté là, lequel serais-tu ? Je sais pas, le vélo, il occupe beaucoup ma vie. Bah oui, t'as raison. Voilà. Et donc, comme le transport, c'est un quart de l'empreinte de chaque individu sur Terre, le vélo, c'est pas mal. Ok, un quart. Un quart. Ouais. C'est pas dur, c'est presque un quart. Je mange, j'habite, je me déplace. Et puis après, j'achète des smartphones, des machins, des trucs. Voilà. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Le mot de la fin. Le mot de la fin, on a besoin en ce moment de sens et de le suivre. Donc, je pense que si chacun écoutait un petit peu sa petite voix, comme tu dis, même si moi je ne l'ai pas trouvée, en tout cas je ne sais pas où elle est, et puis finalement s'engager dans des projets qui ont du sens pour eux et pour le groupe dans lequel ils sont. Déjà, on fera un gros progrès. Et alors, ça peut être pour l'environnement, ça peut être pour le social, ça peut être pour ce qu'on veut. Mais faire les choses parce que ça a du sens et pas juste parce que c'est une mécanique et qu'on est habitué à le faire, ça me paraît être important. Wow. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a inspiré. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site internet frozenenco.com et contactez-moi sur mes réseaux. À bientôt.